Bon les amis, je risque d'en prendre l'habitude, même si au départ je n'aime pas spécialement ça. Une émission enregistrée à la suite de celle de dimanche, qui, comme vous avez sans doute remarqué, m'affuble toujours d'un visage, comment dire, d'opéra, comme le fantôme de l'opéra. Et bon, je vais tâcher de trouver une solution à ça. La difficulté étant que je ne pense pas être responsable ici avec le matériel qui est à ma disposition de ce déficit-là, de ce défaut-là. Donc du coup, on verra bien ce que ça donne. Aujourd'hui, une vidéo suite, comme j'ai fait pour le dragon d'Evgeny la semaine d'avant. La, la raison d'être de cette vidéo, c'est qu'on nous n'avons pas pu aborder dimanche soir un point très important qui concerne Tom Clancy et la scénarisation avant et après Tom Clancy. En fait, nous l'avons présenté pendant la vidéo de dimanche comme l'inventeur du techno-thriller. Évidemment, ça n'était pas vraiment possible avant l'invention technologique récente, le niveau d'invention technologique récent. Et forcément, ça a changé un petit peu plus que ce qui concerne le divertissement. C'est-à-dire que ça a été aussi le révélateur au niveau social et au niveau politique d'un certain nombre de failles évidentes que la technologie venait créer dans des systèmes bien huilés, façon guerre froide, façon diplomatie secrète. Il faut bien se rendre compte de quelque chose, c'est qu'avant Mata Hari, au tout début du XXe siècle, la diplomatie secrète, dans l'esprit des populations à peine lectrices, hein, à peine lettrées, globalement très illettrées encore, la diplomatie secrète, ça n'existe pas. Il y a des crieurs qui vendent des journaux, il y a des journaux qui se distribuent, qui traînent pas beaucoup parce que c'est pas spécialement abandonné au vu et au su de tous, et puis la presse n'est pas gratuite à l'époque. Donc il existe encore plus de différences entre les différents journaux à l'époque que maintenant, parce que ce sont tous, absolument tous des journaux d'opinion, il n'y a pas de journaux de divertissement à l'époque. Ça va venir avec les années folles, mais à peine. Et donc il y a des journaux politiques, il y a des journaux économiques à peine encore. Il faut penser que la place boursière de New York, c'est 1901, pas avant. Donc au début du XXe siècle, on a l'invention de l'information publique, en quelque sorte. Vraiment, pour de bon. Ça existait déjà, mais là, on a vraiment pour de bon une explosion de papeterie. Voilà. Et en fait, les conflits mondiaux vont alimenter la machine à écrire des journalistes. Et en fait, la continuité avec Tom Clancy dès les années 70-80, la continuité vers la fin du XXe siècle, elle ne fait que se confirmer. La gestion de l'information, c'est le deuxième nerf de la guerre après le pognon. Et c'est encore le cas aujourd'hui parce qu'avec une bonne information bien placée, suffisamment volumineuse, qui occupe suffisamment d'espace, eh bien, vous vendez plus de romans que votre voisin, même s'il écrit moins bien, même s'il écrit mieux que vous, pardon. Et comment dire, vous vendez plus de voitures que votre voisin, même si elles sont moins bonnes que les siennes. Il y a une question de publicité, de couverture aussi du territoire. Et bien entendu, vous faites élire votre candidat s'il apparaît sur plus de journaux et d'affiches, et ça c'est vrai depuis Napoléon III, hein. Donc de nos jours, ça fait déjà 150 ans que c'est vrai. Donc la situation que Tom Clancy met en lumière, c'est que l'évolution technologique allant plus vite que le contrôle humain de l'information, est-ce qu'il peut y avoir une information d'une autre source que humaine
Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, des machines fournissent de l'information indépendamment de la volonté humaine de la cacher, ou de la gérer, ou de la contrôler, puisque des robots visitent des sites internet pour les vérifier, ou pour récupérer des informations, fabriquer de la fiche client, par exemple, etc. Et en fait, ce que Tom Clancy dénonce, en quelque sorte, dans ses romans, devient, du moment qu'il l'a dénoncé, quelque chose qui est matière à de nouvelles fictions. Et c'est ça, en fait, la chose que je voulais aborder dimanche et qui est passée à la trappe, faute de temps. C'est qu'en fait, avant Tom Clancy, on ne parle pas de conspiration ou de conspirationnisme. Avant Tom Clancy, on n'évoque pas forcément des complots à tout bout de champ, alors que, soyons clairs, c'est devenu notre quotidien. Aujourd'hui, quand quelque chose se passe, le réflexe du public, c'est de chercher à qui le crime profite d'abord. Il y a d'abord quelqu'un qui fait les choux gras de ce qui est en train de se passer et en gros la validité de l'information, ou plus clairement l'information qui compte, c'est qui. Voilà, qui est en seconde base, qui, voilà. Et en fait, c'est l'objet de la blague, effectivement. C'est on, on veut toujours, aujourd'hui, trouver, euh, pas juste pourquoi, mais qui. Et en fait, on rejoint le sujet de l'émission, qui est que toute fiction doit être motivée, elle doit plus que la réalité elle-même, apporter la justification de son existence. Donc si vous racontez un polar, plus ou moins technologique, vous avez intérêt à dévoiler le poteau rose à tel moment du roman, parce que sinon vos lecteurs vont être frustrés. Ça peut rejoindre une certaine gestion du mystère, il faudra certainement une émission exprès là-dessus, au niveau scénaristique, parce que le dosage d'à quel point on met du temps à révéler ceci, à révéler cela, à expliquer le mécanisme d'un récit, à, à dévoiler en fait, à enlever les voiles successifs vis-à-vis de la réalité du récit. C'est souvent la différence entre un bon et un mauvais romancier. C'est-à-dire que celui qui gère ses secrets narratifs le mieux, est le plus apprécié, à condition d'avoir des lecteurs qui ont une patience à la mesure de sa gestion du mystère. Le tout de suite, ça existe aussi. Les gens pressés de jouir du récit qu'ils sont en train de lire, ça existe aussi. Les adeptes du format court, ça existe aussi. Bref, en cette matière, comme en tout le reste, il y a à boire et à manger pour tout le monde. Et il y a heureusement, justement, cette variété des publics, ce qui fait que nous pouvons être très très nombreux à être lus, par plus ou moins un grand nombre de personnes, mais nous pouvons être un très grand nombre aujourd'hui à être lus, parce qu'en même temps que en fait, la réalité te rattrape toujours la fiction sans pour autant avoir besoin de s'expliquer, l'information circule toujours de plus en plus vite, de plus en plus facilement, au moins en apparence. Et cette gestion de l'apparence, c'est la pierre d'achoppement de ma vidéo d'aujourd'hui qui atteint déjà les 10 minutes et que je voudrais ne pas voir dépasser le quart d'heure. Alors je vais arrêter de faire le mystérieux et je vais vous révéler exactement ce à quoi je pense. Je pense que la défiance vis-à-vis du système, la défiance vis-à-vis de l'État, parce que dans les démocraties, à notre époque moderne, l'ennemi en fait des libertés, c'est l'État. Ça se discute, mais pour les conspirationnistes, c'est le cas. Euh, Si c'est pas l'État, ce sont des oligarchies, des familles, etc., qui sont détentrices de quelque chose qu'elles ne veulent pas perdre, souvent de la propriété territoriale ou intellectuelle qui leur rapporte de l'argent. En fait, si on se laisse faire, on ramène tout strictement au pognon. Et là, je vais attirer pendant 3 minutes votre attention sur un phénomène des années 90 qui se trouve être la série X-Files, qui à l'époque est basé sur un certain nombre de dossiers justement non résolus, d'affaires
non résolus, les X-Files. Donc, ces dossiers ont fait l'objet donc d'une mise en image, d'une scénarisation via une série télévisée que la plupart des geeks ont écumé et ont regardé un certain nombre de fois. Pour ma part, j'ai dû dépasser la dizaine de visionnages de la série entière, avec un amour un peu plus intense pour la première moitié, en fait. Et le fait est que c'est la première série télévisée qui, à la façon de Tom Clancy, décortique l'appareil d'État en un certain nombre de sous-catégories, de sous-corporations, plus ou moins publiques, plus ou moins privées, plus ou moins financées par l'impôt, plus ou moins vendues à des corporatismes donc externes à l'État, à des sociétés, des trusts, ce genre de choses. Et, euh, et la série donc X-Files se concentre sur un complot qui concerne les extraterrestres, qui au fil du temps, en fait, euh, c'est pas un spoil, hein, puisque quand même on est entre nous, entre gens qui ont regardé la série, donc il y a longtemps maintenant, euh, alors qu'en fait ce complot d'État, c'est un paravent. C'est-à-dire c'est le truc qui est mis en avant par rapport aux véritables secrets qui sont cachés. Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a quelques-uns. Je ne vais pas spoiler complètement, mais disons que euh, si le personnage de Fox Mulder est maintenu en vie par ceux-là même qui, euh, qui font ce qu'ils cherchent à découvrir et à rendre public, c'est parce que ceux-là même ont un intérêt à ce qu'il existe des Fox Mulder. C'est d'une puissance inédite en fait en termes télévisuels. On n'avait pas eu quelque chose d'équivalent. On avait la série V avec les extraterrestres à peau verte. C'est très en dessous quand même au niveau scénaristique, et notamment parce que ça va pas spécialement chercher dans le réel. Ça évoque des périodes détestables et en mélangeant un peu les couleurs d'ailleurs, mais en gros c'est à la fois le nazisme et le stalinisme qui sont dénoncés dans V, et alors que dans X-Files, on est plutôt face à un mensonge. C'est-à-dire que l'organisation qui est là, qui chapeaute, les Men in Black, l'administration, la police fédérale, la CIA, tout ça. Tout ça, en fait, ce sont des choses qui ne sont pas contrôlées par la population. Alors que la promesse démocratique, c'est le contrôle par la population de l'ensemble des pouvoirs régaliens. Par mandat, hein, par le fait d'avoir élu et d'avoir élu, oui, quelqu'un qui détient le pouvoir par procuration, mais c'est le peuple. Ça n'est qu'un représentant du peuple. Et c'est bien ça la, la, comment dire, la pierre angulaire de tout ça, de toutes ces créations des années 80-90. C'est en quelque sorte un certain nombre d'auteurs, de réalisateurs, de, de, de fiction qui en fait disent mais au fait, est-ce bien normal que la réalité rattrape la fiction finalement? Est-ce bien logique? Et si en fait la réalité était tout aussi justifiée que nos fictions, sauf qu'en fait nous n'étions simplement pas capables de nous en rendre compte. Et c'est le coin de bois dans la bûche qui fait exploser en fait le conspirationnisme. Ensuite, la deuxième explosion, ça va être Internet, qui va permettre à tout un chacun de rendre public, ou presque, ses opinions, mais surtout ses jugements de valeur, sans spécialement d'argumentation en fait. D'ailleurs, on voit hein, aujourd'hui quels sont les sites les plus magnifiques, les plus référencés par les moteurs de recherche quels qu'ils soient. Ce sont les sites où il y a beaucoup d'argent qui a été mis pour les fabriquer. En tête, les sites des grandes corporations, des églises, de grands trusts, enfin bref, tous ceux pour qui l'image compte au moins autant que le produit, voire au bout d'un moment
compte plus que le produit, on se retrouve face à une devanture. Et en fait, savoir ce qu'il y a derrière la devanture, c'est finalement l'objet des fictions de Tom Clancy, de X-Files, et même de Stargate en quelque sorte, encore un petit peu plus loin. Puisque Stargate tient son nom d'un véritable projet qui a vraiment été financé par la CIA. Je vous invite à aller voir sur leur site internet la déclassification d'un certain nombre de documents où il y a force marqueur noir hein, dessus, vous ne pourrez pas tout lire, mais c'est drôle de recouper des noms. Le leader du projet Stargate des années 70, c'est le même homme qui a envoyé Curiosity sur Mars. Voilà, pour vous dire à quel point on peut passer de la recherche sur les pouvoirs mentaux et les capacités télépathiques du cerveau humain jusqu'à une véritable astrophysique opérationnelle. Et c'est un grand écart que seuls d'assez grands cerveaux peuvent faire. Mais voilà, le projet Stargate, c'est un des exemples qui montre que sans aller jusqu'à décider que c'est quelque chose qui se fait contre le peuple, il y a quand même à un moment donné des gens assez barrés pour suivre une intuition jusqu'au moment où en fait elle n'a plus de sens. Voilà. Voilà, donc c'était pour conclure sur Tom Clancy et ce qu'on lui doit, du techno-thriller jusqu'à la scénarisation fine de pas mal de jeux vidéo pour nous autres geeks. Je vous invite à lire ces romans, pas forcément les tout derniers dans le sens où il est tôt peut-être pour avoir du recul par rapport au tout dernier, mais toutes les aventures de Jack Ryan méritent d'être lues les premières parce qu'elles fondent quelque chose. Voilà, elles fondent quelque chose. Donc merci Tom Clancy, merci à vous si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. On la réalise encore grâce aux moyens d'Avermedia, c'est écrit sur ma caméra. Et on se retrouve dimanche, je pense, pour encore un clin d'œil à nos amis des Légendes du Nouveau Soleil qui viennent de réussir à financer la parution de leur jeu de rôle. Voilà, je vous laisse, je vous dis merci pour tout. J'ai profité d'être tout seul aujourd'hui chez moi pour faire une vidéo enregistrée, c'est suffisamment rare pour que je saisisse l'occasion. Je vous dis à dimanche, si vous le voulez bien. Et lavez-vous les mains.